Il y a des personnalités qui sont, disons, denses. Et puis, il y a des profils comme celui de Stéphanie où le mot dense, est juste pas assez fort. En lisant les sources, l'image qui m'est venue, c'est un réacteur nucléaire, une concentration d'énergie si intense, ça en est presque intimidant. C'est exactement ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de ce réacteur-là. On a sur la table une série de rapports astrologiques, numérologiques très complets. L'idée, c'est pas juste de décrire la puissance brute, c'est de comprendre sa mécanique, comment ça marche au quotidien, puis surtout, comment ça interagit avec les proches, là, ceux qui vivent à côté du réacteur. L'objectif est double, dans le fond. D'un côté, offrir à Stéphanie une carte claire de sa propre salle des machines. Et de l'autre, puis c'est tout aussi important, fournir un genre de manuel d'utilisation, des clés de compréhension, surtout pour son partenaire Jean-Christophe. On va essayer de traduire ça dans un langage, logique et structuré pour décortiquer ce que les sources appellent une bâtisseuse visionnaire. Et pour commencer, il faut aller direct au cœur. Le point de départ, c'est un phénomène astrologique qui est à la fois rare et massif dans son thème. Un stellium en Capricorne qui est logé dans sa première maison. Toute l'histoire part de là. Wow! OK, un stellium. Juste le mot, ça sonne lourd. 5 planètes au même endroit, dans le même signe. C'est comme avoir 5 personnes qui crient des ordres en même temps dans la même pièce, non? Comment ça fonctionne pour vrai? C'est une super bonne image. Un stellium, c'est une concentration exceptionnelle d'énergie planétaire. Pour Stéphanie, on parle de son soleil, son identité, sa lune, ses émotions, Saturne, le grand architecte, Uranus, le révolutionnaire, et Neptune, l'idéaliste. Tout ce beau monde-là est en Capricorne. Et pour couronner le tout, ça se passe dans la maison 1, qui est littéralement la maison du soi. Donc, si je te suis bien, toute son énergie, son identité, ses émotions, sa vision du monde, tout passe par le même filtre, le filtre Capricorne. La structure, la responsabilité, l'ambition. Exactement. Et le maître du signe, Saturne, est aussi dans le groupe. On dit qu'il est en domicile. C'est comme si l'architecte en chef était sur son propre chantier avec ses propres outils. Ça donne une discipline de béton armé et une capacité de travail qui peut sembler surhumaine pour les autres. Les sources sont unanimes là-dessus. Ça forge une personnalité d'une résilience extrême, capable d'endurer des affaires qui en briseraient plusieurs. Le mot qui me vient, c'est endurer, pas juste traverser. Les sources laissent entendre que ça vient souvent d'une jeunesse où elle a dû prendre des responsabilités très lourdes très tôt, genre devenir une adulte avant son temps. C'est une déduction très probable. Cette structure de Saturne, ça force une maturité précoce. Et avec le Soleil dans ce stérium, son identité même est liée à l'accomplissement. Pour Stéphanie, puis c'est une phrase tirée d'un des rapports, « être, c'est faire ». Son estime d'elle-même, c'est pas un acquis, là, c'est quelque chose qu'elle bâtit chaque jour à travers ce qu'elle fait. Elle est, dans son essence, faite pour être son propre boss. Mais une concentration de pouvoir comme ça doit créer une pression interne absolument phénoménale. Est-ce que ça peut devenir une prison? C'est là que ça devient fascinant. Cette structure crée une tension immense. Les sources parlent d'un aspect technique, un carré, entre son Soleil en Capricorne et son Mars en Bélier. Un carré, c'est un angle de 90 degrés, c'est de la friction pure. Mars, c'est la planète de l'action, le guerrier. En Bélier, le signe du mois d'abord, c'est un soldat qui fonce sans attendre les ordres. Attends. D'un côté, t'as l'architecte Capricorne qui dit « OK, on planifie, on est prudent », puis de l'autre, t'as le soldat bélier qui crie « On force, maintenant ». Ça doit être épuisant à gérer. Cuisant, mais aussi incroyablement productif. Cette friction-là, c'est son moteur. Elle a un besoin viscéral de défi, de montagne à gravir. Sans ça, cette énergie colossale, elle peut se retourner contre elle ou son entourage, en impatience, en irritabilité, en conflit même. C'est l'énergie d'une leader née. Fait que la question, c'est comment cette énergie-là se déploie dans le monde matériel. C'est une transition parfaite parce que la numérologie, justement, vient mettre des chiffres là-dessus. Son chemin de vie, c'est le 8. Puis le 8, on va se le dire, c'est pas n'importe quel nombre. Pas en tout. Le 8, c'est le nombre du pouvoir, de l'ambition, de la gestion, de l'abondance. C'est en parfaite résonance avec son noyau Capricorne.
Mais ce qui est absolument crucial avec le chemin 8, puis les sources insistent là-dessus, c'est le concept de karma instantané. Karma instantané. Ça sonne comme un super pouvoir, puis une malédiction en même temps. Donne-moi un exemple concret. Mettons qu'elle décide de couper les coins ronds sur un projet pour aller plus vite. Le 8 fera en sorte que ça lui revienne en pleine face quasi immédiatement. C'est aussi direct que ça. Si elle agit avec intégrité, avec éthique, les vannes de l'abondance s'ouvrent de manière spectaculaire. Mais si elle utilise son pouvoir de manière égoïste, les blocages apparaissent presque du jour au lendemain. C'est un système de régulation intégré, là. C'est une immense responsabilité. Et pour l'aider à gérer ça, son nombre d'expression est le 4. Si le 8 est le PDG visionnaire, le 4 serait comme son chef des opérations, right? C'est exactement l'idée. Le 4, c'est le bâtisseur méthodique, le travailleur acharné. Le fun, c'est la tension entre les deux. Le 8 veut conquérir, prendre des risques. Le 4, lui, veut la sécurité, la méthode. C'est comme vouloir conduire une Formule 1 en respectant le code de la route à la lettre. Ça crée une force incroyable, mais ça peut aussi générer une frustration en dedans. OK, donc on a cette force de la nature, cette machine à construire. J'ai de la misère à imaginer comment ça vient pas tout chambouler dans sa vie intime. Comment on fait pour s'approcher d'un réacteur nucléaire sans se brûler? On arrive au cœur du paradoxe de Stéphanie. Les sources l'appellent la bâtisseuse aventureuse. Son image publique, ce que les gens voient en premier, c'est son ascendant sagittaire. Le sagittaire, c'est l'explorateur, l'optimiste, l'amoureux de la liberté. C'est son vernis amical, cette énergie ouverte qui attire les gens. Elle séduit avec une promesse d'aventure, dans le fond. Les gens sont attirés par l'exploratrice. Précisément. Sauf qu'une fois que tu grattes ce vernis-là, t'arrives au noyau émotionnel, sa lune. Et sa lune est en Capricorne au cœur du réacteur. Ses besoins profonds, non négociables, sont à l'opposé de l'aventure. Elle a un besoin fondamental de sécurité, de structure, de prévisibilité. Une loyauté à toute épreuve. Elle a besoin d'un roc. Ouf, c'est un méchant décalage. Et j'imagine que cette force, cette image de pilier qu'elle projette, ça peut attirer des gens qui, justement, manquent de structure. C'est le piège. Les sources parlent d'une configuration technique, la blessure de Chiron en Cancer en maison 7. Attends, on va décortiquer ça, c'est important. Oui, s'il te plaît. Blessure de Chiron, en langage de tous les jours, ça veut dire quoi pour elle dans ses relations? Ça sonne comme un point sensible, un pattern qui se répète. C'est exactement ça. Chiron s'appointe une blessure profonde qui devient paradoxalement une force. En Cancer, le signe de la mère, du soin, puis dans la maison des partenariats, ça indique une tendance quasi instinctive à prendre le rôle de la soignante, de la figure parentale dans ses relations. Elle risque d'attirer des partenaires qui ont besoin d'être sauvés, d'être structurés par sa force. Au début, c'est gratifiant, mais à long terme, ça peut étouffer le désir. D'accord, ça c'est le risque. Mais tournons la question de bord. Quand cette force-là est bien comprise, bien utilisée, comment est-ce qu'elle devient un soutien incroyable pour son entourage? Son amour, il s'exprime pas avec des grandes envolées lyriques, là. Son amour, c'est un acte. C'est elle qui assure la sécurité matérielle, la stabilité du foyer. En cas de crise, quand tout s'effondre, c'est elle le pilier. Sa loyauté est absolue. Pour elle, la plus grande preuve d'amour, c'est pas un poème, c'est la fiabilité. C'est de savoir que l'autre est là, solide. Et en retour, elle offre cette même structure indestructible comme soutien. Aimer pour elle, c'est rendre le monde plus sûr. Parfait, rendons ça encore plus pratique. Mettons-nous à la place de Jean-Christophe. Pour comprendre ses besoins, sans se sentir écrasé, on va utiliser les mots-clés des rapports hommes. Sécurité, ancrage et intuition. Commençons par la sécurité. Pour la sécurité, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un luxe, c'est vital. Son bien-être émotionnel, qui est gouverné par sa lune en Capricorne, passe par l'ordre, la prévisibilité, le chaos, les imprévus constants, les promesses en l'air. Pour elle, ce sont des menaces existentielles. Un environnement stable, des rituels, un partenaire qui fait ce qu'il dit, c'est son port d'attache. Sans ça, elle est en état d'alerte. Ce qui est directement lié à l'idée d'ancrage, j'imagine. Elle a besoin que la base soit solide, que le port soit sûr, pour enfin pouvoir déployer ses ailes d'aventurière, son côté sagittaire. Exactement. Si le port semble fragile, le navire quitte jamais le quai. Il reste là à colmater des brèches. Mais si le port est un roc,
alors elle peut partir explorer très très loin en sachant qu'elle a un endroit sûr où revenir. C'est cet ancrage qui libère son côté exploratrice. Et l'intuition. Ah, l'intuition, c'est fascinant parce qu'elle en a deux sortes. D'abord, il y a l'intuition d'Uranus dans sa maison de l'identité. Uranus, c'est l'éclair de génie, c'est l'ampoule qui s'allume d'un coup. Son intuition, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est des flashs, des fulgurances qui dépassent la logique. Une vision directe de la solution. OK, ça c'est la première. Et la deuxième? La deuxième, elle est plus pragmatique, plus terre à terre. C'est celle de sa lune en Capricorne. Ce n'est pas une intuition mystique, c'est une intuition des structures. Elle peut sentir les failles dans un projet, dans un argument. Elle perçoit les dynamiques de pouvoir cachées. Elle sait instinctivement si une fondation est solide ou si elle va s'effondrer. C'est pas de la magie, c'est une intelligence synthétique, qui scanne la viabilité de tout. Fait que pour son partenaire, ça veut dire de faire confiance à ses flashs, même s'ils sortent de nulle part, puis d'écouter quand il dit « je le sens pas » parce qu'il voit une faille que personne d'autre ne voit. C'est ça. Et ça nous amène au plus grand défi pour elle, celui qui est mentionné dans presque toutes les sources. Apprendre à exprimer sa propre vulnérabilité. Apprendre à dire « j'ai besoin d'aide ». Ce qui doit être quasiment contre nature pour une personnalité qui est programmée pour être le pilier, non? C'est sa plus grande leçon spirituelle. Accepter qu'elle n'a pas à tout porter, tout le temps, toute seule. Et surtout, intégrer qu'elle n'a pas besoin d'être constamment utile ou performante pour être aimée. Son droit à l'amour n'est pas conditionnel à sa performance. C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter pour ce noyau Capricorne. On a exploré une architecture psychologique d'une densité, d'une puissance rare. Une leader née. Une bâtisseuse, une force de la nature qui porte en elle le poids du monde et en même temps une envie irrépressible de s'envoler. La puissance, elle est évidente. Le défi d'une vie, c'est l'intégration de cette puissance-là, surtout dans l'intimité. C'est d'apprendre à laisser la porte de la forteresse entr'ouverte pour que l'autre puisse entrer sans avoir à prendre la citadelle d'assaut. C'est un acte de confiance qui est immense pour elle. On laisse donc Stéphanie et Jean-Christophe avec cette pensée pour la suite. La structure la plus solide, la plus impressionnante qu'une architecte de l'âme peut construire, ce n'est peut-être pas une tour imprenable et solitaire, c'est peut-être un pont. Un pont assez fort pour supporter son propre poids, sa propre puissance, tout en permettant à quelqu'un d'autre de traverser pour la rejoindre, non pas au sommet de la tour, mais au cœur de la citadelle.